raconte. Christophe Ondelatte. Je vous raconte, en plein mai 68, la fuite du général de Gaulle à Baden-Baden, en Allemagne. En m'appuyant sur le roman de Georges-Marc Benamou, qui paraît chez Grasset, Le général a disparu. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil. Réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. On est à la fin du mois de mai 1968, le 28. De Gaulle est dans son bureau à l'Élysée. Depuis ce matin, il tourne en rond, un fantôme. Son visage est un masque dont les cernes sont marquées au burin. Depuis le début des événements, il a passé toutes ses nuits dans la pénombre du salon doré de l'Élysée, en robe de chambre, à lire les rapports de la préfecture de police et à écouter la radio. Oh, pas la radio publique, hein. Il est bien placé pour savoir qu'elle a reçu l'ordre de minorer les choses. Les radios périphériques. Europe numéro 1, bien sûr. Allô, Jacques Paris? Bernard Chazelle, allez-y. Allô, eh bien, je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues. Il essaye de saisir l'événement, mais il ne voit que le chaos. Il ressent chaque barricade, chaque déflagration dans sa chair. 7 nuits. Il y a eu 7 nuits d'émeutes depuis début mai. Un torrent, une inondation générale. Les Français sont devenus fous. Hier, à l'aube, à 7h30 du matin, son Premier ministre Georges Pompidou est venu lui annoncer qu'il avait signé des accords avec la CGT, les accords de Grenelle. Tu parles ? 2 heures plus tard, les communistes ont annoncé une grande manifestation. Demain, on vient de lui faire passer sous la porte une note blanche des renseignements généraux. Ce sera la plus grosse manifestation depuis le début. La plus grosse ! C'est entouré en rouge sur la note. Il pourrait être 1 million, et peut-être armé. Selon la note, des armes auraient été distribuées aux militants cégétistes. Et c'est écrit noir sur blanc. À la faveur de la manifestation, les communistes chercheraient à investir l'hôtel de ville et peut-être l'Élysée. C'est écrit. Demain, le peuple marchera sur le palais. Et il sera armé. Le palais ne tiendra pas. Ils se faufileront par toutes les portes. La rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de l'Élysée, la grille du Coq, l'avenue Gabriel et même la place Beauvau. Ce sera un jeu d'enfants. Ils entreront, ils débouleront en haut des marches, et ils le trouveront là, seul, sans garde, sans protection. Lui se tiendra dans le bureau, derrière le bureau, devant le bureau, debout, assis, il verra bien. Mais la populace se jettera sur lui, et quelques minutes plus tard, sa tête sera au bout d'une pique. Le général en est là, perdu dans cette vision d'effroi, quand on frappe à la porte de son bureau. On insiste. « Entre donc !» Le général lève les yeux, et il voit entrer, tête d'espion sur corps d'épicier, celui qui lui sert de grand chambellan, Jacques Faucard, le secrétaire général pour les affaires africaines, plus largement chargé des sales besognes. Il a une idée pour lutter contre la subversion. « Nous avons des troupes, monsieur le président. Nous avons des troupes dans tout le pays, et des hommes sûrs. Nous devons organiser le sursaut de la nation, une grande manifestation de soutien, à la Concorde, le peuple debout contre le coup d'État rouge. Ne vous obstinez pas, Faucard. Ils étaient si peu à venir me rejoindre le 18 juin. Si peu. Mais enfin, monsieur le président, en plus des régiments que vous connaissez, nous pouvons compter à travers le territoire sur des milliers d'hommes, et pas que des gaullistes, hein, qui sont prêts à prendre les armes dans la journée pour vous défendre. Et on pourra aussi faire appel aux anciens de l'OS. L'OS! Ils sont motivés, mon général. Ils sont devenus inoffensifs. Et pour demain, Faucard, comment voyez-vous les choses? Concernant votre sécurité et celle de Madame de Gaulle, toutes les mesures ont été prises. Et s'ils attaquent le palais, s'il faut vous évacuer, j'ai fait venir des anciens de la 2e DB. Ils pensent qu'on peut poser un hélicoptère dans la cour, face au perron. Ça passe juste, hein. Mais c'est possible. Le général se lève, il lui montre la porte.
s'enfuir dans les airs. Mais quelle vulgarité! Ça serait piteux, ça serait indigne, ça serait partir comme un voleur. Non, non, il ne partira pas, la populace a ses trousses. Le général éteint la lumière de son bureau et il rejoint sa femme pour dîner. Ce soir, Madame de Gaulle n'a pas eu le cœur de regarder le journal télévisé sans lui. Les bombes, les barricades, les sauvages, les communistes. Elle a préféré s'épargner le spectacle. Il entre, il a faim. Jeanne, la domestique, apporte la soupe. Mitterrand, vous avez vu? Et il m'a poussé dehors dans sa conférence de presse. Vous auriez vu son air de comploteur au grand jour. Son menton putschiste. Mais Madame de Gaulle ne moufte pas. Pas un mot. Le nez dans son assiette. Vous avez des nouvelles des enfants? Tiens, vous voulez des nouvelles de vos enfants? Enfin, vous savez bien où habitent Philippe et Henriette. Hein, une grande entreprise qui a son siège dans le même immeuble. Vous le savez, ça. Philippe vous l'a dit dimanche dernier, non? Ils vivent encerclés de grévistes. Le matin et le soir, ils sont humiliés par des ouvriers qui contrôlent l'entrée de l'immeuble. Et les enfants, pareil. Ça n'est plus possible, Jean. Si la colère monte, ils seront les premiers otages. Le général n'avait pas pleinement pris conscience de la situation. Il faut les mettre à l'abri, cette nuit, sans faute. Charles, vous n'avez pas le droit de mettre leur vie en péril. Vous n'avez pas le droit. Je les mettrai à l'abri demain. Ne vous inquiétez pas. Ils se lèvent tous les deux. Il la prend dans ses bras. Il l'emmène vers leur chambre. Charles, si vous aviez vu la haine. La haine de ce monsieur. Si vous aviez vu la haine. J'ai vite refermé la vitre, vous imaginez bien, mais je l'entendais hurler des insanités. Des insanités, Charles. Et là, le général comprend que cet après-midi, elle a encore été prise à partie alors qu'elle était en voiture à un carrefour, dans le 17e. Un homme l'a reconnue. Il s'est mis à l'insulter. Ça durait. Ça durait. Vous auriez vu son regard. À quoi ressemblait-il? Un monsieur. Français. Bien, apparemment. Un bourgeois, un monsieur bien mis dans une déesse. Ça aurait été un ouvrier en colère, une vendeuse du bon marché, passe. Mais un bourgeois, ça lui paraît vertigineux. Yvonne de Gaulle s'est endormie, le général se redresse, et à voix haute, au milieu de la chambre, il dit « Les communistes veulent s'emparer du palais demain et s'emparer de De Gaulle. On ne s'attaque pas à un palais vide. » Elle n'a pas entendu. Elle dort déjà. Le général a décidé de partir. D'abord, il va mettre sa famille à l'abri, sa femme, son fils, sa belle-fille et les enfants. Où? Il n'a rien dit à personne. Même pas à son chef d'état-major. Je vais faire une tournée des popotes, hein? Je veux connaître l'humeur des armées de l'Est. Ah! Je vous demanderai de prendre mon fils et sa famille dans votre avion, hein? Ils doivent passer leurs vacances en forêt noire. Nous les déposerons au passage. Et à l'Élysée, à tous ceux qui s'étonnaient de ce remue-ménage de bon matin, de tous ces bagages, il a dit « Je suis épuisé. Hein? Je ne dors plus. Je vais me reposer quelques jours à Colombey. Il n'y a qu'à reporter le Conseil des ministres au lendemain. » Et les voilà donc, le général de Gaulle et son épouse, à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. Les 3 hélicos tournent déjà. Mais les bagages de madame ne rentrent pas, car la malle d'un hélicoptère Alouette 3 n'est pas plus grande que le coffre d'une voiture. Mais madame a tenu à emporter ses photos de famille, quelques bijoux, un peu d'argenterie de famille. Alors on essaye dans un sens, on essaye dans l'autre, on prend du retard.
Et le général est là sur le tarmac en civil, agacé. Il a à la main un vieux cartable en cuir qui lui a déjà servi en juin 40 et dans lequel, avant de partir de l'Élysée, il a fourré 2 grosses liasses de billets directement tirés du coffre-fort des fonds spéciaux. Il n'a rien dit à personne de son plan, sauf à Pompidou, son premier ministre, juste avant de partir. Il a commencé par lui dire, comme aux autres, qu'il allait se reposer à Colombey, mais l'autre a senti. « Je comprends que c'est grave, mon général, et que peut-être vous ne reviendrez pas. Et quand bien même je ne reviendrai pas, hein? Je suis vieux. Vous êtes jeune. C'est vous qui êtes l'avenir. » L'appareil suit la scène, et puis, lentement, Paris n'est plus qu'une dérisoire tache grise. Saint-Denis, la Ferté-sous-Jouarre, Meaux, Château-Thierry, et en dessous, il les voit, les usines piquées de drapeaux rouges. Il a bien eu raison, ça n'était plus tenable. Mais il n'avait pas imaginé sa fin comme ça, sa sortie devant l'histoire. Finir ainsi, divorcé de la France, conspué comme Franco, insulté par la populace. Un vieux roi en déroute. Les 3 hélicoptères se posent à Saint-Dizier, normal. C'est là qu'il laisse en général l'hélico quand il va à Colombey. D'ailleurs, mission accomplie, l'hélicoptère de la gendarmerie qui leur ouvrait la route prend congé. Normalement, le colonel de Boissieu, son gendre, le seul qu'il a mis dans la combine et à qui il a demandé de passer prendre quelques papiers à Colombey, devrait être là, à l'attendre. Il n'est pas là. Et c'est embêtant parce que c'est lui qui a organisé la suite. Il faut pas traîner. Tant pis. Allez-y. Décollez. Les pilotes s'exécutent. Mais quelle route? Quel cap? Vous prenez la route de l'Est. Le général sort de son cartable un stylo et un Bristol à En tête de la République. Et il écrit: résidence du général commandant les forces françaises en Allemagne, Baden-Baden. Le général tend le Bristol à son aide de camp, Floïc, qui le transmet au pilote. Et les voilà sur des cartes Michelin sur leurs genoux à chercher leur chemin pour Baden-Baden. L'aide de camp annonce: on navigue à vue, hein? On coupe les radios, on vole en rase-mode pour échapper au radar. La cime des sapins frôle la carlingue, et De Gaulle, le Rhin, triste témoin d'éternelles alarmes, roule un flot toujours prêt à recueillir les larmes. Il va à Baden-Baden. Il va voir Massu, ce fou de Massu, son chien fidèle, qui était de la 2e DB de la Libération de Paris, qui a fait l'Indochine, qui a bien failli le trahir en Algérie. Massu qui dirige aujourd'hui les forces françaises en Allemagne. C'est lui qu'il va voir. Et à Baden-Baden, Massu dort. Il fait la sieste, nu, dans le jardin d'hiver de son pavillon de chasse. Une sieste à l'africaine, comme on dit. Un jeune soldat vient le réveiller. « Mon général, c'est pour vous. » Et il lui tend un téléphone. « Allô ? Bonjour, mon commandant. Le général et Madame de Gaulle. Ils sont ici. » Le général ? D'accord. Écoutez, je suis à poil dans mon lit. Laissez-moi le temps de me préparer. Massu regarde sa femme qui vient d'interrompre une partie de Scrabble. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Pourquoi nous? Après tant d'années? Le général descend la passerelle de l'hélico. Massu s'avance vers lui, entouré de ses 2 adjoints en grand uniforme, solennel. Ah, Massu. C'est foutu, Massu. Tout est foutu. Les communistes, la paralysie du pays, la digue, je ne commande plus rien, Massu. Mais vous n'y pensez pas, mon général? Un homme de votre prestige. Massu prend le vieux général par le bras. Il le conduit vers sa résidence. Personne ne doit le voir dans cet état-là.
général est maintenant affalé plus qu'assis dans un fauteuil. Il se lève lourdement. Donc, Massu, je me retire. On ne veut plus de moi. Les communistes ont provoqué la paralysie du pays. Et il enchaîne avec un récit d'apocalypse. C'est un torrent, Massu. C'est un torrent que je ne peux plus saisir. Je ne commande plus rien. Je n'ai plus de prise. Et comme je me sens menacé en France, ainsi que les miens, je viens chercher refuge chez vous. En face, le vieux para reçoit tout ça comme un uppercut. Voir le général comme ça, qui était un toit, ça le dépasse, ça le révulse. Un monde vacille. Il n'est pas un intime, il n'est pas un ami. D'ailleurs, le général a-t-il jamais eu un ami? Vous voyez, Massu, à présent, c'est le verdict. Ils ne veulent plus de moi. Ils me chassent. C'est une révolution, Massu. Une révolution. Les Français veulent ma mort. Imaginez que Madame de Gaulle a failli être lynchée. Il faut prévenir les Allemands, Massu, par courtoisie diplomatique, et ils le prendraient mal. Là-dessus, il passe à table, et c'est le moment que choisit Massu pour lancer sa contre-offensive. Mon général, pour vous et pour le pays, vous ne pouvez pas renoncer de la sorte. Vous allez vous déconsidérer par ce départ, vous allez ternir votre image. Votre devoir n'est pas de partir, mais une fois de plus d'agir. Ne me dites pas que des lycéens, des étudiants et même des communistes et la CGT sont plus dangereux que le Troisième Reich. Vous avez juste 15 000 gus à mater. Le général ne répond rien. Il lève les yeux. Il pousse un soupir fataliste. Mon général, à main nue, vous avez pesé autant que l'Amérique de Roosevelt ou l'Angleterre de Churchill. Vous n'allez pas me faire croire que ces freluquets et ces adorateurs de vacances en Espagne vous font peur. Vous savez, Massu, je m'en fous du camp dira-t-on. Oh, je les entends, les idiots. De Gaulle a pris la tangente, Varenne lui aussi, comme Louis XVI. Il a détalé devant le peuple. Dites-le, Massu. Mais toutes les comparaisons du monde ne m'atteindront pas. Mais enfin, mon général, vous voyez le danger. Tout ce qui a été fait en 10 ans peut être défait en 10 jours. Qui suis-je? Si les Français veulent se suicider, je leur ai proposé la grandeur. Ils veulent le grand soir. On aura fait ce qu'on a pu. Ma décision est prise. Et maintenant, vous allez prendre des nouvelles des Allemands. Et prévenez notre ambassadeur à Bonn. Massu sort de la pièce comme un plongeur en apnée. Et là, il va trouver sa femme. Il est bloqué. Il est totalement écœuré. Il n'y a rien à faire. Il veut tout plaquer. Moi, je trouve bien qu'il se retire. Mais si tu veux le convaincre du contraire, vas-y, Massu. Il insiste pour les Allemands. Eh bien, dis-lui qu'on est en train de les chercher. Gagne du temps. Massu retourne dans le bureau. Vous voyez, Massu, à l'heure qu'il est, les communistes défilent dans Paris. À propos, vous avez eu le gouvernement allemand. Bon, l'Allemagne, ce sera le temps de se retourner. Ensuite, ce sera l'Irlande. Mais enfin, mon général, vous êtes la France. Enfin, imagine-t-on Jeanne d'Arc se réfugier chez les Anglais? Je vous en prie. Pas les Anglais. Les Irlandais. Ce sont mes ancêtres, Massu. Ma grand-mère maternelle descend directement des McCartan, du comté de Down, dans le Nord. Vous savez, Massu, on retourne toujours à ses sources. C'est un instinct qui m'y pousse. Je vais aller retrouver mes ancêtres McCartan. J'ai une petite idée de l'endroit où je voudrais vivre. La baie de Kenmare, la mer, grise, les églises de granit, les falaises sur la lande. Et là, j'aurai une haute ambition. Je tenterai d'être bibliothécaire. C'est le plus beau métier. Croyez-moi, monsieur. C'est la plus belle des vies. Et là, on entend le bruit d'un hélicoptère au loin. Oh, c'est mon fils.
Je lui ai demandé de me rejoindre avec sa famille. Il faut le mettre à l'abri, lui aussi. Il a tout vécu, Massu. Mener des armées, gagner des guerres, des batailles. Mais dans ce corps à corps, il ne fait pas le poids. Alors il quitte le bureau un instant. Sa femme, qui était ambulancière sur les champs de bataille, lui prend alors les mains. C'est un combat, Massu. C'est une autre forme de combat. Il faut y retourner. Tu dois y retourner. Massu se dirige vers le bureau où se trouve le général. C'est un parrain. Il en a vu d'autres. Il va y aller fort, hein. Il va y aller sans prendre des gants, sans tortiller. Il tire son pantalon, il respire un grand coup, et il pousse la porte. Mon général, désolé de vous le dire, mais vous restez un militaire. Hein? Et le front, ça n'est pas l'Irlande, ni Baden-Baden. Le front, c'est la France, mon général. Et le front que vous allez choisir, c'est un référendum. Oui. Mais un référendum, c'est difficile à organiser dans une telle chienlit. Eh bien, s'il s'avère que ce référendum est difficile à organiser, il sera toujours temps de démissionner. Vous partirez, mais sans avoir la honte d'avoir renoncé. Et là, Massu attend la réplique. Et elle ne vient pas. De Gaulle, mon général, ne doit pas déserter. Vous ne pouvez pas déserter. Et s'il m'assassine, Massu, hein? Rien ne me garantit qu'on ne veuille pas se débarrasser de moi à mon retour. Un attentat, une exécution politique. Je gêne le Parti communiste, je gêne Pompidou, je gêne les centristes, je gêne la gauche, non communiste. Je les gêne tous. La boîte à chagrin s'est rouverte. Massu l'a trop brusqué. Massu doit maintenant trouver un argument ultime. Mon général, il vaudrait mieux être assassiné que de finir ainsi. Et là encore, Massu attend la réplique, et elle ne vient toujours pas. Personne n'a jamais parlé au général comme ça depuis au moins un demi-siècle. Bien sûr, mon général, je ferai ce que vous m'ordonnez. Mais vous êtes trop vieux pour reprendre la guerre. Ils ne le savent pas, les autres, car vous faites illusion comme les étoiles mortes là-haut, vous savez, dont la lumière nous parvient avec retard. Vous êtes déjà mort, mon général, parce que vous êtes entré dans l'histoire. Vous n'êtes plus parmi eux. La seule liberté qu'il vous reste, mon général, c'est la manière de mourir. Faites en sorte que cette sortie de scène soit digne de vous. Retournez-y. Parlez-leur. Et trouvez le moment, l'occasion pour sortir en beauté. Mais de grâce, faites-le sans le rugissement de la honte, sans la tâche indélébile d'avoir déserté. Faites votre devoir, et votre devoir est de retourner mourir là-bas, dignement. Le général de Gaulle le regarde, longuement. Ses petits yeux perdus sont chargés de gratitude. C'est lui, Massu, le con de la légende, qui a osé. Ce que personne, ni Pompidou, ni son fils, ni son gendre, ni même Malraux n'avait su lui dire. Ne pas se faire voler sa mort. Le général se tourne vers sa femme. Je repars, Yvonne. Je n'ai pas le choix. Massu n'a pas tort. Je ne déserte pas. Je rentre. Je vais peut-être à la mort, mais dans l'honneur. Et maintenant que la décision est prise, eh bien, il ne tient plus en place. Il se met à faire des ronds dans le jardin, il s'inquiète des hélicoptères qui sont partis faire le plein et qui tardent à revenir. Et il les voit. Massu, ses deux gradés, sa femme, ses filles, les troufions de la résidence, son fils Philippe, qui ont tous été témoins de cette journée. Ils l'ont vu, ils ont entendu, ils savent. Comme il aimerait remonter le temps,
rectifier cette piteuse arrivée, effacer ces heures de déroute intime dont ils ont été les spectateurs. L'hélicoptère emmène le général de Gaulle vers Paris à 16h45. Et le lendemain... Étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.